spécial que ce que je fais. Je vends du terrain. Fait que c'est très pas commun. Il n'y a pas beaucoup de courtiers, je pense, qui se spécialisent dans la vente de terrain. Moi, je vends juste ça. Je vends rien d'autre, là. Fait que même si tu m'approches avec une bâtisse, je te revire de bord parce que moi, c'est vraiment un terrain qui m'intéresse. Fait que c'est sûr et certain, la clientèle, moi, avec qui que je travaille, c'est beaucoup des développeurs immobiliers ou des gens qui ont des terrains et ne connaissent pas vraiment leur valeur. Puis nous, on va arriver, on va faire l'évaluation, puis on va checker, oh, il y a quel type de projet qui pourrait rentrer là, puis est où la valeur dans son terrain à eux autres. Puisque la plupart du temps, il y en a qui sont assis sur des mines d'or, puis ils ne savent même pas. C'est ça qui est intéressant avec certains clients qui n'ont peut-être pas l'expérience. On regarde le terrain, puis la valeur qu'il y avait en tête, puis la réalité du marché, puis des comparables, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ça. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. Ça arrive-tu plus souvent à l'inverse? Genre des gens qui pensent que leur terrain vaut une mine d'or, puis finalement, comme, Oui. pas grand-chose à faire, ouais. Oui, ça arrive très souvent, ça. OK. Dans quel secteur tu vends des terrains? Partout à travers le Québec. Fait que Ouais. de la Gaspésie, la Rive-Nord, Montréal, partout. J'ai pas vraiment de limite parce qu'un terrain, oui, tu peux aller les visiter, mais c'est pour faire vraiment des projets, mettons, multirésidentiels, quoi que ce soit, tu as des rapports topographiques, il y a tellement d'outils que tu peux utiliser pour savoir si le terrain, c'est un bon terrain à être développé, que tu n'as pas besoin d'être sur place et faire des visites nécessairement avec les clients. Parce que tu as déjà beaucoup d'informations. Je comprends. Puis, mettons, si on devait te demander une proportion au niveau de ta clientèle entre les particuliers puis des promoteurs, etc., est-ce que tu serais capable de nous Oui, dire? 80% promoteurs, 20% particuliers. Ah ouais. C'est comme quoi il y a de la place pour construire beaucoup, là. Exactement. Bien, il y a beaucoup de gens qui cherchent à en acheter. Il y a un grand inventaire de terrains sur le marché sur Centris. Et je pense qu'il y en a comme 2000, je ne sais pas combien de terrains, mais dans les terrains, les promoteurs vont en regarder 20, 30, 40 avant d'en trouver un. Parce que le terrain, comparé à d'autres actifs, c'est très dur à le financer s'il n'y a pas de permis de construction. Fait que s'il n'y a pas de financement, on travaille avec une clientèle qui paye comptant. Payer comptant, c'est pas à donner à tout le monde. Sur le financement, tu peux t'adresser à plusieurs personnes. Mais quand on parle de terrain, moi, généralement, mes ventes, c'est entre 1 à 10 millions passés. Quand on parle de comptant, ça commence à être, tu sais, c'est pas de la clientèle de monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment des gens d'affaires qu'on rencontre, là. Ouais. Puis David, j'avais une question aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui t'écoute, là. Ouais. Comment il fait pour savoir si, justement, s'il vit sur une mine d'or ou si, dans le fond, s'il vit sur des ruines? Comment il fait pour savoir si lui, il a un bon terrain? Faut appeler David, quoi. C'est ça que je Dans le fond, mon numéro, c'est 438. Ouais. On va le mettre, on va le mettre quand même. Ouais, on va le mettre tantôt, mais je veux dire, pour quelqu'un qui est juste quelqu'un qui est chez eux et qui t'écoute, tu dis, ah, David, il dit qu'on peut vivre sur une mine d'or, ça serait quoi les points? Est-ce que c'est la grandeur, l'environnement? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui fait en sorte que ça soit ça? Bien, c'est ça. Le plus important aussi, c'est de regarder, est-ce que tu es proche des services? Est-ce que tu es proche d'un Tim Hortons? Es-tu proche d'une épicerie? Es-tu proche d'une école? Tu es à combien de kilomètres d'une autoroute? C'est quoi la population de la ville que tu es dedans? Est-ce que à Sherbrooke, comparé à Montréal, c'est tellement vaste la question que tu me poses? C'est ça, la première affaire que tu fais quand tu as accès à un terrain, c'est de regarder le zonage. Fait que tu peux aller voir sur le rôle de la ville directement, tu vas avoir accès à cette information. Puis tu vas voir, mettons, quel type de zonage est en place, que c'est commercial, multirésidentiel. C'est là que tu vas créer, voir s'il y a vraiment une valeur. Parce qu'il y a des gens qui checkent leur terrain, ils n'ont jamais regardé leur zonage. Fait ils n'ont jamais regardé c'est quoi le potentiel déjà là qu'il y avait. Eux, ils pensaient qu'il y avait un terrain uniquement unifamilial, mais quand tu regardes le zonage, tu vois qu'ils pouvaient construire du 3-4 étages. Je dis, wow, OK, ça arrive quand même fréquemment. Qui ont des gens qui ont certains types de zonage alloués puis qui n'ont juste pas regardé ça. Ouais, ou des fois aussi sont sur des zonages agricoles, puis ça fait qu'il y a certaines restrictions. Quoi. L'agricole, c'est un peu plus dur, hein, par contre, parce que l'agricole, tu peux pas, avec la Commission de la protection des terres du Québec, tu peux pas nécessairement demander une dérogation pour c'est complexe. Ton terrain. Ah oui, ma dernière transaction, ça a été ça. Ça a été pire que mon examen pour avoir mon permis immobilier, je vous le jure. Ouais. C'est compliqué. Moi, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si elle est peut-être trop poussée, mais je m'intéresse vraiment beaucoup comme tous les déplacements démographiques, puis comme nouvelles constructions, etc. Parce que je pense que clairement, il y a un avenir là-dedans qui est énorme. Puis avec la crise du logement, puis le manque d'inventaire, ben, ça fait qu'on est rendu aussi à devoir construire beaucoup. Puis, mettons, j'ai comme entendu dans une vidéo que j'ai écoutée qu'il y avait vraiment tout un enjeu aussi au niveau, mettons, un promoteur veut arriver
mettons que le terrain appartient à la ville, par exemple, ce qu'on voit souvent. Puis comme j'entends dire qu'il y a vraiment comme des complications parfois parce que c'est comme le mélange de politique, de règlement de ville, puis aussi tout ce qui est de la communauté, en fait, toute la population de la ville qui est comme plus ou moins d'accord selon des projets. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu es confronté régulièrement ou toi, tu es juste comme moi, je vends des terrains puis vous vous débrouillez avec ça? Non, absolument pas. Je peux pas faire ça parce que là, dans le fond, tu m'as posé 3 questions en une. Fait que je vais y aller étape par étape. C'est sûr qu'un terrain qui appartient à une municipalité, la première contrainte qu'il y a, le promoteur, lui, habituellement, s'il achète un terrain de la ville, au moment où il fait sa transaction, oui, il va payer le terrain nécessairement moins cher parce que c'est entre tierces parties, mais il y aura un délai de temps alloué pour développer et construire son terrain. Fait qu'habituellement, exemple, si on prend la ville de Mirabel ici, quand tu achètes un terrain industriel, tu as 6 mois pour construire. Fait que tu sais, t'en as, des fois, ils vont acheter un terrain, ils vont s'appuyer plus longuement avec un partenaire financier, puis après, quand ils ont l'argent pour commencer à bâtir, ben là, ils vont le développer. Sauf que là, quand ça appartient à la ville, tu as 6 mois. C'est 6 mois, sinon tu payes les conséquences. On s'entend, 6 mois, c'est le début des travaux, là. Il ne Ouais, va c'est pas ça, c'est les s'attendre à ce que ce débuts. soit. Non, c'est pas une livraison, c'est Si tu vraiment le début construis des à travaux. 150 portes en 6 mois. Non, c'est impossible. Ça y va, là, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment le début des travaux. Okay. L'autre question aussi, tu avais aussi les avis publics. Tu sais, tu m'as demandé est-ce que le public. Ben oui, ça, c'est un gros point. Comme si on prend un projet, je ne sais pas si vous connaissez le projet à Rosemère. Il y a un golf, ça passait là, dans le journal, là, comme quoi ils font un gros projet immobilier à Rosemère. Mais ça passait avec un énorme avis public. Parce qu'il Oui, y a plein de maisons. C'est Il y a plein de celui qui avait maisons autour vendu du toutes les terrain. terres. Ouais, c'est celui qui avait vendu toutes les terres. Puis dans le fond, il avait pris l'argent des gens. Je ne sais pas si c'est possible. Non. Ça, c'est le Non? quartier Melrose à Rosemère. C'est l'ancien terrain de golf de Rosemère. OK. Fait, tout en arrière, il y a des maisons. Fait que c'est sûr que là, les gens, eux autres, qui avaient un beau boisé à l'arrière, ils ne veulent pas avoir une tour à condo derrière chez eux. C'est là qu'on s'en va en avis public. Tu sais, c'est comme il y en a qui vont être contre ça, mais c'est public. Fait que tout le monde a accès. Tout le monde peut s'opposer au projet. C'est sur ça que actuellement, les promoteurs vont travailler avec la politique, les lobbyistes, les urbanistes, s'assurer qu'ils présentent bien le projet, qu'ils laissent assez d'espace vert, qu'ils gardent des marges entre la maison et le développement, qu'il y a encore un petit forêt entre les deux. Comme ça, on nuit pas au côté privé des résidents qui sont derrière. C'est ça, c'est des points à penser là, avant qu'on ajoute un terrain. Ouais, écoute, vas-y, Sophie, mais non, c'était pour conclure, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est comme un phénomène que je connaissais pas, puis j'avais l'air de comprendre qu'en effet, j'arrête pas de dire communauté, mais comme les habitants d'une ville, d'une petite ville, etc., sont comme vraiment ouverts au développement, etc., parce que ça apporte de la valeur aussi à leur cadre, à leur environnement, mais que c'était comme, ok, mais pas trop près de chez moi, comme j'ai appris l'expression de not in my backyard, genre comme, fais ce que tu veux, c'est bien nice, développe, mais je veux pas que ça soit chez moi. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de savoir ça, en tout cas. Voilà. Moi, je voulais revenir sur, parce qu'on a Sir Mehdi là, qui nous pose des questions dans le chat, là, puis là, il dit, David, parle de ce que Philippe Newman a fait, son projet très complexe. J'imagine Oui, s'il veut que tu en parles, ça va être très intéressant. complexe. Là. Mais, écoute, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ça, c'est une grosse transaction que j'ai travaillé. Dans le fond, c'était un terrain qui était industriel, puis qui avait au-dessus de 2,5 millions de contaminants dans le terrain. Oh boy, mais okay. Quand on a déposé la promesse d'achat, c'est un terrain qui était à vendre sur Centris. En contexte, là, il faisait 400 jours qui était là. C'est un terrain qui était à vendre, je pense qu'il était autour de 3 ou 4 millions à ma connaissance. On avait fait la promesse d'achat, puis lui, il avait fait un rapport de phase 1. Et un rapport de phase 1, ça veut juste dire, est-ce que ton terrain, il y aurait un potentiel contaminant? Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés sur le terrain directement pour aller tester les types de sol qui étaient là ou savoir s'il y avait comme des contaminants dans le sol. Puis il avait estimé qu'il y aurait peut-être besoin d'avoir une phase 2. Puis le propriétaire nous a dit, bien, écoute, le terrain, selon lui, il y aurait 60 000 de contamination. Fait que là, nous, on a engagé un groupe qu'on fait souvent affaire. On est là-dessus, puis une période de 30 jours passe. On reçoit le rapport, puis là, on voit, le gars, son estimé, juste pour cleaner carrément le terrain, c'est 2,5 millions. Wow. Fait que là, on capote. Mais là, vu que c'est dans la ville de Montréal, puis là, c'est là que je vous laisse une petite pépite d'or parce que je ne savais pas ça il y a moins de 6 mois, mais maintenant je le sais.
C'est bon, ça. Dans les terrains contaminés, quand c'est dans la ville de Montréal, ben, il y a du financement pour ça. Tu peux te faire financer jusqu'à 90% de la valeur du terrain. Fait que là, Ah, ouais. la ville, la municipalité, avec ce programme-là, on a réussi à aller chercher un financement, justement, la décontamination des lots. Puis lorsque on est rentré dans le processus de décontamination avec Philippe, bien, là, il a carrément tout décontaminé le terrain, puis il y avait juste mis 10% d'âme. Puis on a réalisé en même temps, puis c'est là que c'est quand on dit très complexe, mais c'est pour ça qu'il réfère à ça, c'est qu'au moment où ce qu'on a passé justement toute la décontamination, on aurait un moratoire de construction comme quelques jours un petit peu plus tard. En fait, ils nous ont barré complètement le développement du terrain. Là. Fini. Là. Ici, tu ne peux plus développer pour une période de 2 ans. C'était considéré industriel. Tu ne peux pas virer ça multirésidentiel. Fait que c'est ça quand on Par parle d'une rapport au transaction zonage. complexe. Ouais, Exactement. c'est ça, C'était industriel, mais ils nous ont bloqués. Parce que nous, on voulait aller en changement de zonage, puis on pouvait aller jusqu'à 12 étages de haut. Fait que ça commençait à être un gros produit. Fait que c'était assez intense comme. Mais vous étiez au courant de ce règlement de zonage en faisant l'offre d'achat? Oui, mais parce que dans le fond, quand tu fais une offre d'achat, tu as des analyses réglementaires que tu peux faire. Fait que avec un urbaniste, lui peut te dire hey, il y a un potentiel de changer de zonage. Okay. Puis à 80%, ça passerait à cause des comparables autour qui l'ont déjà fait. Puis on peut aller chercher jusqu'à 12 étages de hauteur. Il ne faut juste pas que tu sois le premier de la ville à t'essayer à faire ça. C'est là que c'est tough. Hein. Exactement. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis tu vois, en lien avec ce que tu dis, je me permets de poser la question parce qu'il y a peut-être du monde qui ne le sait pas, mais peux-tu expliquer le fonctionnement des phases? Parce que tu es comme nous. J'avais la même question. Très bonne question. Dans le fond, un rapport de phase 1, c'est regarder l'historique d'un site. Fait que c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a déjà eu sur le terrain. Fait que lui, il y a même des photos, puis je vous le dis, ça monte jusqu'à 1905. Moi, je ne savais même pas qu'il y a des photos en 1905. Il y a des rapports de l'eau, des certificats de localisation, des vieilles. Écoute, moi, j'ai un terrain vacant. Mon propriétaire, il m'a dit, il a toujours été le vacant, le terrain. Il dit, parfait. On va faire une phase 1. Une phase 1, normalement, ça coûte 1500 $. On paye le 1500 $, on débute ça. On réalise qu'il y avait une station de gaz dans les années 80 qui était là, qui ont été pris en orthophoto. C'est comme tout ce qui est pour zoner avant les terrains, puis tout ça, c'est par en haut dans des photos satellites. Fait que ça, c'est pas HD, mais tu vois très bien qu'il y avait une station de gaz qui était là. Fait que là, on s'est dit, pas une autre histoire. En plus, c'était pas trop loin après l'histoire de contamination. Et ça tout en même temps. Oh, ouais, je capotais un peu. Fait que là, la phase 1, c'est ça. C'est regarder l'historique. Là, on a vu, avec cet exemple-là, bon, là, il y avait déjà du quoi sur le lot. Ce qu'on va faire, on va aller en phase 2. Fait que si la phase 1 recommande une phase 2, c'est pour savoir qu'il y aura un potentiel de contamination. Fait que la phase 2, c'est qu'ils vont aller pieuter le terrain à certains endroits où ils pensent qu'il y aurait de la contamination. Puis avec ça, ils vont envoyer ça en laboratoire pour voir si les sols sont contaminés ou pas. Fait une fois qu'on a les retours du rapport, habituellement c'est entre 22 et 30 jours, tu reçois les résultats, mais là tu vois quel type de contaminant tu as dans tes sols. Puis là, ils vont te faire un estimé de combien ça coûte tout réaménager le terrain pour qu'il soit clean, pour avoir ton financement pour ton projet. Parce que tu peux pas avoir un terrain contaminé puis bâtir dessus, sauf dans l'industriel. Sur le reste, tu peux pas. Pourquoi la différence? Parce qu'en industriel, il n'y a pas de risque pour... tu as déjà des... Ben, industriel, tu as plusieurs terrains qui sont contaminés, mais ce pas des contaminations majeures. Tandis que dans le résidentiel, tu peux pas avoir de contamination. On veut que ça soit clean. Parce que c'est des gens qui habitent là. Mais si c'est une cour à l'arrière, c'est des autobus qui sont parqués là, des jardins, quand ils te financent ta bâtisse, eux, ça leur dérange pas trop, tu comprends? Mais dans le résidentiel, ça, c'est un critère, tu n'as pas le droit. Puis par rapport aux contaminations, je dirais que ça me fait penser à un film, je ne sais plus quel film j'avais regardé, où comme ils envoient une grosse industrie en cours parce que comme tous les habitants autour sont comme malades à cause de comme, des sols contaminés. Mais est-ce qu'on fait attention à ce qu'il y a autour quand même à un certain nombre? Ou c'est vraiment juste... C'est sûr qu'ils vont regarder aussi les lots à proximité parce que des fois, ton terrain ne peut être pas contaminé, mais à côté de toi, il y avait une ancienne station d'essence ou une compagnie d'excavation qui a laissé ces machines-là pendant 25 ans, puis l'huile a coulé sur le terrain. Toi, tu dis, ouais, mais moi, mon terrain n'est pas contaminé. Ben non, mais ton voisin, ça affecte ton terrain à toi? Oui. Fait que c'est pour ça, les voisins, c'est assez complexe. C'est pour ça que c'est toujours recommandé
de faire, c'est toujours recommandé de faire une phase 1, phase 2 pour s'assurer que, savoir c'est quoi si le terrain est contaminé ou pas. Là. Mm. Je comprends. C'est intéressant. Merci de Intéressant. nous avoir parlé David? des phases. C'est des choses Ouais, qu'on n'entend pas souvent. effectivement. Puis moi, j'avais une question par rapport, par exemple, bon, ça a sûrement arrivé qu'il y avait des gens ils ont leur terrain puis qui ont une bâtisse qui est dessus, que ce soit une maison. Des fois, c'est des maisons antiques qui sont quand même assez vieilles parce que j'ai un client qui cherchait justement des terres. Puis, on avait regardé ça, que lui, dans le fond, ce que le propriétaire avait fait, c'est qu'il y avait une maison hantée qui datait des années 1900 environ. Fait Tu qu'en fait, dis une c'était maison hantée? Hanté ou antique? Antique, Ok, Ouais. moi aussi j'ai Oh, mon entendu Dieu. antique. J'étais comme, Antique. c'est pas mon Non, non. expertise. C'est drôle comme critère de recherche, quand même. C'est ça. Non, J'adore. c'est une vieille maison, dans le fond, qui durait environ des années 1900. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit la maison, puis lui, il voulait juste vendre la terre. Donc, est-ce que, justement, toi, vu que tu vends les terres, est-ce que ça t'arrive souvent? C'est dans quelle, par exemple, circonstances que ça serait bénéfique pour monsieur, madame, tout le monde qui dit qu'il y a une vieille maison puis qui veut juste vendre sa terre? Est-ce que des fois, c'est plus bénéfique de faire détruire la maison et de vendre juste la terre? C'est Ou... un gros sujet, là, parce que là, ça, c'est sorti récemment dans le journal, il n'y a même pas un mois, parce que moi, j'ai un dossier, mettons, à la ville de Longueuil, d'une maison déclarée antique, qui est, je pense, la date, c'est 1850. Ah Au ouais. niveau de la municipalité, je n'ai pas le droit de la déplacer, j'ai Ça, pas le c'est droit de trop la sujet. démolir, et j'ai juste le droit de la rénover et l'intégrer dans un projet. Fait Parce que que t'as c'est des... du patrimoine. Exactement, c'est des Patrimoine, patrimoines ouais. protégés. Mhm. Fait que ça, il faut que tu vérifies avec la municipalité parce que si tu mets un bulldozer dans la maison comme ça, sans avoir le permis et l'autorisation, parce que je pense qu'à une certaine date, je pense que c'est après 1870 ou un truc de même, ou 1900, dépendamment de quelle ville, là, eux déclarent ça directement comme avant ça, excuse-moi, ça c'est antique. Antique, ouais, c'est ça. Panté antique. C'est bon. Ouais. Il y a Mehdi qui nous parle encore un peu. Là. Il demande Eugène, j'imagine que ça devait être cette transaction-là à Longueuil que tu nous parlais. Puis sinon, Ouais, il y exact. a John Assaraf qui a un terrain de 10 millions. Mais bon, on comprend, je pense qu'Eugène, c'est soit un de tes bons clients ou un de tes partenaires d'affaires qui t'encourage beaucoup. Merci Ouais, Eugène, c'est c'est très un cool. client. Ok, c'est un client, bon, c'est un client très fidèle, très nice. Yes. Mais, Hey, moi, je voulais revenir sur un sujet qu'on a parlé au début. On l'a comme effleuré, puis je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens qui nous suivent, tu sais, parce que c'est d'actualité, dans le fond, là, les taux d'intérêt montent, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Tu sais, on le voit dans les investissements autres que les investissements immobiliers, les gens vont faire des valeurs refuges, tu sais. Puis toi et moi, on avait discuté un peu ensemble que effectivement que les terrains dans l'immobilier, c'est une valeur refuge, tu sais. Fait que qu'est-ce qui cause que les gens vont là-dedans, puis pourquoi tu dirais que c'est une valeur refuge plus que d'investir dans un Plex, par exemple, en ce moment, ou d'investir dans un commerce ou autre chose? C'est très facile. Il y a juste des taxes à payer sur le terrain. Fait que habituellement, mettons, tu mets ton 300 000 là, tu n'as pas de locataire, tu n'as pas de bail, tu n'as pas de taux d'intérêt. C'est vraiment une place que tu mets ton argent, puis ton liquide est gelé là. C'est plus des gens qui ont du comptant, ils gèlent là, puis la récession, elle se passe, mais le terrain il gagne toujours en valeur parce que du terrain, tu ne peux pas le recréer. Un immeuble, moi, un immeuble, à un certain point, une localisation, je peux la rénover, je peux faire quoi que ce soit, mais un terrain vacant, je peux pas le recréer, le terrain, c'est la terre, tu comprends? C'est pour ça que les gens investissent là en récession. Puis, moi, j'ai eu la chance de dîner avec un promoteur immobilier à Montréal qui a développé un gros projet à l'île des Sœurs, plus de 2400 unités en l'espace de 16 ans. Puis, lui, il me disait, ça fait trois récessions, excuse-moi, qui vit, il est assez vieux, le monsieur, qui m'a dit, c'est toujours là, dans les courbes descendantes, que c'est là que moi j'achète mes terrains, comme ça, dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mes développements, le prix que j'ai acheté là, quand je développe ici, bien, mon profit il est 10 fois plus haut parce que je l'ai acheté dans une période plus morte. C'est pour ça que là, moi, pourquoi je donne une grosse go présentement, les taux d'intérêt montent, je suis la seule personne qui est heureuse. C'est l'inverse. C'est ça. Les taux directeurs, ils montent. Moi, je suis comme, yes, les gens vont acheter du terrain. Mais en même temps, c'est ça. Donc, si on a 300 000 $ cash comme ça, on achète on t'appelle. C'est ça, exactement. Mais tu sais, aussi, il y a quand même, parce que, tu sais, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, il y a aussi des opportunités d'acheter des terres ou des terrains. OK, là, c'est deux choses. Une terre, tu peux la faire financer avec le financement canadien. S'il y a des revenus, mettons, agricoles, ça, tu peux financer ça jusqu'à
95% à moins de 3% de taux d'intérêt. Fait que ça, c'est un bon placement pour quelqu'un qui a, mettons, une liquidité, mettons, entre 50 et 100 000 pour s'acheter une terre avec des revenus, mettons, de foresterie ou quoi que ce soit. Puis ça, tu l'achètes à long terme pour un jour dans 10 ans. Bien, il y a peut-être un développement autour qui pourrait se faire que ton terrain va prendre en valeur. Ouais. Tu lances un coup de dé un peu, tu sais. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'autre façon d'acheter du terrain. Parce que du terrain brut, vacant, qui n'a pas de permis de construction, il faut que tu le payes comptant. Tu as des options de financement avec des jardins, mais si tu achètes un terrain et t'asseoir dessus, comme je t'ai mentionné pendant la récession, des jardins, eux, ils n'aiment pas trop ça. Eux, ils veulent que tu commences à faire un projet. Ouais, c'est ça, Ils David, laissent un justement. certain nombre de délais. Là. Oui, David, je pense qu'Olivia, elle a une question. Elle dit, pour les particuliers, est-ce que les terrains sont en train d'augmenter en valeur, même sans rien bâtir dessus? Quand tu veux dire les particuliers, qu'est-ce qu'on peut mentionner avec ça? Je pense qu'elle parle de monsieur, madame, tout le monde. Je pense qu'elle parle pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que les terrains sont en train d'augmenter en valeur ou même si on ne bâtit rien dessus? Elle voudrait savoir. Ben, c'est ça que je parlais, dans le fond. C'est pour ça, parker ton argent, il faut ça. que tu le restes vacant parce que tu ne peux pas le recréer. Fait que oui. Exact. Est-ce que ça gagne en valeur? C'est sûr que ça gagne en valeur avec le temps, mais est-ce que exactement quoi le pourcentage? Puis est-ce que live en ce moment, ça fait gagner en valeur? Je ne sais pas. Du terrain, là, si tu regardes la courbe historique là, de la valeur d'un terrain, là, ça fait ça comme ça. Un immeuble, là, ça peut faire ça comme ça. Parce que c'est toujours le revenu, la location, les taux, tu sais. Mais du terrain, c'est slow and go, mais c'est toujours que tu vas gagner en valeur comme ça. Surtout, exemple, tu as un terrain résidentiel, il faut construire une maison. Exemple, le truc que j'ai en tête, c'est Fontainebleau. Tu sais, Fontainebleau, là, à Blainville, je ne sais pas si vous connaissez le projet. Toutes les maisons autour sont développées, mais il y a comme je pense qu'il y a un ou deux terrains qui s'est vendu récemment, un 700 000, l'autre 900 000. Juste parce que c'est les derniers terrains vacants dans un secteur où c'est des comparables. Lui, il n'a pas payé 700 000. Là. Lui, il a acheté ça 50 000 il y a 10 ans. Là, il le revend aujourd'hui. Toi, je te dis, des fois, acheter même du terrain. Tu sais, j'ai des clients, ils me disent, ouais, mais moi, pour commencer en terrain, j'aurais besoin genre d'1 million. Non, pas besoin d'1 million. La plupart des gens qui ont commencé, ils achètent du terrain à 75 000, mettons à Moore Nights. Ils le mettent un petit peu plus beau, ça veut dire qu'ils vont le déboiser, ils vont le mettre du gravier un peu dessus. Ils vont attendre 1 an, ils vont le revendre 100 000, et voilà, tu viens de faire un profit. Parce que le terrain pris en valeur, tu l'as mis juste tu l'as land stagé, tu l'as mis un petit peu plus beau, là, tu comprends? Là? Tu l'as land stagé, j'adore. Tu as travaillé la vue, tu as fait ton point d'accès pour ton terrain, mais ça, c'est une belle façon de commencer sans besoin d'acheter un terrain de 2 millions. Exact. Puis il y a aussi, Olivia te dit merci, il y a Focus Real Estate qui te demande quel secteur crois-tu qu'il va y avoir la plus grande expansion dans les prochains 10 ans? Dans quel secteur? Dans les 10 ans, 10 ans, c'est loin, 10 ans. C'est loin. J'ai demandé à ma boule magique. Non, mais je te dirais que je vais parler à partir d'aujourd'hui parce que je ne sais pas dans 10 ans, mais moi, je peux te dire, avec les villes qu'il y a là, ça va te donner des hints un petit peu plus, OK? Moi, la plupart des clients où j'ai vu un gros boom, la plus grosse hausse de valeur, j'ai Gatineau, la rive sud de Québec, fait tout ce qui est Lévis, ces coins-là, Sherbrooke, Drummondville, comment ça s'appelle cette ville-là? Saint-Hyacinthe aussi, extrêmement. Fait qu'on n'est pas en périphérie de la première couronne de Montréal. On ne parle pas Boisbriand, Rosemère, puis ces coins-là, puis l'autre bord, Brossard. Tout ça, c'est déjà... Ça commence à être déjà développé. Ouais. Mais quand tu te mets un petit peu plus dans la deuxième couronne, là, à ce moment-là, tu commences à avoir il y a plus d'opportunités d'acheter des terrains. Puis si tu focuses dans 10 ans, bien, techniquement, si ces villes-là, Laval, puis ça commence à être bombé, bien, ça va juste faire ça comme ça. Compare-le un peu à Toronto. Si tu prends des photos de Toronto il y a 30 ans, puis aujourd'hui, tu vas le voir. Tu vois vraiment que c'est comme ça, puis ça longe de même. C'est logique au final. C'est de la grande logique, c'est de l'expansion urbaine, puis c'est normal. Là. Exactement. Puis dans toutes les villes ou les pays où ça se développe, c'est comme moi, je regarde beaucoup au Mexique, ça m'intéresserait beaucoup d'acheter un condo au Mexique, puis comme je le sais que l'endroit où je voudrais acheter live, c'est fini, il faut comme que je pense à ce qui va être construit dans 5 ans, parce que comme ça va me coûter probablement 50 000 versus 150 000 si je voudrais quelque chose plus proche de là. C'est juste logique. C'est clair.
C'est fou, tu sais, Cyr me dit, nous passe un autre commentaire, il dit que tu es un excellent courtier en passant, David, mais il dit, dans 10 ans, j'achète des terrains sur Mars et sur la Lune, tu sais, c'est comme 10 ans, bon, c'est un peu proche, mais éventuellement, c'est con, mais ça va devenir quasiment ça, tu sais. Hey, je me permets possiblement une dernière question, parce qu'on ne veut pas étirer les lives trop longtemps, on veut garder ça dans le coin de 30 à 40 minutes, mais si moi, je suis un investisseur, tu sais, puis j'ai 300 000 à mettre, puis j'hésite entre, tu sais, parquer mon 300 000 dans 3 immeubles à revenus puis dans un terrain, tu sais. Pourquoi, ce serait quoi les arguments pour d'aller mettre ça dans un terrain plutôt que dans un immeuble à revenus, par exemple, tu sais? Ça dépend de ta position financière, parce que si tu n'as pas de cash flow, tu parles juste ton 300 000 là, mais ton terrain ne t'amène pas de revenus, c'est juste la plus-value. Il faut que tu diversifies. Il n'y a personne qui fait. Tu sais, moi, je vends que du terrain, mais mes clients n'ont pas que du terrain. Tu sais, les gens qui ont que du terrain, c'est qu'à un moment donné, ils ont acheté un terrain en 2004, ils ont acheté un terrain en 2008, 2010, 2012. Puis là, le terrain de 2004 commence à être prêt à construire. Là, ça fait. Là, tu vois les promoteurs qui font des pancartes partout. Tu te dis, hey, le gars-là, il développe à côté, mais c'est un terrain d'il y a 10 ans. Tu sais, c'est un roulement avant de se rendre là. Fait, au début, c'est peut-être plus d'équilibrer ton cash flow, fait d'avoir des immeubles à revenus, puis une portion de ton argent dans le terrain. Moi, c'est ça que je conseillerais. Fait que, est-ce que tu mets tout de suite ton 300 000 là-dedans? Non, achète-toi un terrain à Saint-Sauveur, Mornay, dans des coins qui sont en demande pour des maisons. Mettons, tu veux commencer. Ben, achète-le 50 000, attends 2 ans, revends-le 110 000 quand tous les lots autour. Il faut que tu ailles logiquement avec les projets, les ventes. Ça, c'est une autre discussion. On peut parler de ça pendant une heure. Le profil est différent, puis ça dépend toujours c'est quoi le rendement de ton investissement que tu veux dans 5, 10, 15, 30 ou 50 ans. Tu sais. Exact. Honnêtement, je n'avais pas pensé à l'achat de terrain. Puis, je trouve que ça serait intéressant, mettons, pour quelqu'un qui a déjà sa maison, de famille, etc., puis qui a le goût de faire augmenter un petit peu son capital sans forcément aller gérer des locataires parce qu'il a acheté un bloc, etc. Fait comme te dire comment je pourrais comme placer mon cash flow dans un terrain, puis comme récupérer cet argent-là à la retraite quand la zone où j'ai acheté, ce sera full développé. Je trouve ça tellement intéressant. Ouais. Hey, je vous partage quelque chose. J'ai beaucoup moins d'expérience que toi, David, dans l'achat de terrain, mais j'en ai magasiné avec des clients. Puis il y a des clients, tu as vraiment le profil investisseur qui est important, je pense, d'avoir, surtout quand tu es dans le terrain. Parce que les gens qui achètent des terrains pour eux, pour bâtir tout de suite, souvent, il y a des gens qui manquent d'expérience souvent dans ce domaine-là, puis ils pensent que ça va se bâtir rapidement, puis il y a tellement de choses complexes à regarder, tout ça. J'en ai vu beaucoup, moi, des clients là, qui magasinaient des terrains pour se bâtir leur maison à eux, puis le projet a pris le bord parce que c'est long, c'est compliqué. Fait que, ce que tu dis depuis tantôt, qu'il faut acheter un terrain, il faut le laisser mûrir pendant 5, 6, 7 ans, il faut avoir l'argent déjà pour le placer là-dedans. D'où le point du cash flow. C'est ça que je te dis, c'est important d'avoir. Tu ne peux pas starter dans le terrain à 100% sans que tu aies ton cash flow. Tu peux le faire. Dans combien de temps tu vas le revendre, ton terrain qui a pris sa valeur? C'est de la manière que tu es créatif et tu as été logique. Parce que, tu sais, moi, mes clients ne sont pas plus intelligents que nos quatre. Là. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils sont très logiques. Ils se disent, j'ai acheté à Saint-Jérôme il y a 10 ans. Ça commence à développer à Mirabel. Ben, tu sais, moi, je te dirais que même mon client le plus fortuné dans le terrain, c'est la personne la plus simple que je connaisse. Il dit, j'achète ça là parce qu'il y a un McDo au bout de la rue, c'est sûr un jour que ça vaut quelque chose. S'il y a un McDo là, ça vaut de l'argent. Il y a quelqu'un qui a fait une étude de marché. C'est ça. Puis, c'est juste d'y aller. Il faut juste réfléchir à se dire, OK, logiquement, il pourrait avoir un développement résidentiel ici dans 5 ou 10 ans. Si moi, j'achète ce terrain-là, puis je vois qu'il y a un autre promoteur qui achète l'autre bord, c'est là que tu es gagnant. Tu sais, moi, j'ai la plus gros gain en valeur que j'ai fait avec un client. Il a acheté son terrain 350 000, OK? Il l'a développé pendant 1 an. Il a développé ses plans. Il a fait accepter un projet. Finalement, son terrain là, de 500 000 pieds carrés pouvait accueillir 296 logements. Présentement, on est en promesse d'achat acceptée, puis on est sur le bord de lever la vérification des gens à 4,7 millions. Puis ça, on parle d'une acquisition qui a été faite en fin 2020. On est en début 2022. C'est quasiment 1 an et demi et plus de travail pour... C'est quoi le rendement? Connais-tu un actif qui a un rendement comme ça? Non. Mais est-ce que lui, c'est comme on pourrait dire, des stocks. Il faut que tu choisisses le bon timing dans le bon secteur.
pour être sûr qu'il va spiker, parce que le voisin d'à côté, peut-être son terrain, il vaut encore 350. Lui, il l'a développé, il l'a amené à un autre level, là. C'est ça, parce que quand tu achètes, tu me corrigeras si je me trompe, mais quand tu achètes un terrain, tu sais, puis tu le prépares au futur projet qu'il va avoir dessus, ça fait un gain en valeur incroyable, Ben parce oui, c'est que ça. tu arrives avec quelque chose de clé en main là, pour un Ouais. investisseur, tu sais. Ben, c'est parce qu'au début, tu as de l'air. Au début, c'est un terrain vacant, tu as de l'air, tu sais pas ce que tu peux mettre dessus. Mais si tu contactes un urbaniste, tu fais ton certificat d'arpentage, tu checkes c'est quoi la grandeur réelle de ton terrain, tu checkes quelle implantation, qu'est-ce que tu peux construire dessus. Là, tu vois, à la fin, tu peux construire un 18 logements avec un sous-sol en dessous. Tu vois que ton projet, c'est un projet de 3,8 millions. Tu as payé le terrain 250 000. Tu sais, des fois, là, c'est pas les terrains les plus chers, les meilleurs. Il y a des terrains. J'ai des clients que j'ai encore, des grands promoteurs que j'ai encore du terrain à 200, 375 000, puis ils réussissent quand même à faire des gros projets. C'est juste une question d'initiative, développement, puis aussi, tu as une expérience. À un moment donné, faut que tu le saches, parce qu'un promoteur, il faut que tu sois tout. Tu sois l'arpenteur, l'évaluateur grillé. Faut vraiment que tu connaisses tous les segments du domaine pour vraiment faire ça temps plein, là. Il y a Félix, un de mes clients, qui nous dit la chute semble pas pire ces temps-ci, surtout avec le projet urbain de golf par le groupe Boda. Moi, je connais pas, mais Félix, je sais qu'il a un œil sur la chute pas mal là, ces temps-ci. Oui, ben, la chute, justement, regarde ça, c'est une belle façon, un secteur que je pense qui est extrêmement prometteur parce que il y a plusieurs projets qui s'en viennent à la chute, là. Quand tu vois qu'il y a plusieurs pancartes là, de projets, de maisons, tu sais, il y a un gars qui va faire bientôt un projet de 2300 logements à la chute. 2300 logements à la chute, si tu y vas logiquement, c'est impossible qu'il y ait autant de population qui rentre là. Mais s'il va sur un fil de 5, 6, 10 ans, c'est logique parce qu'il y a de plus en plus de monde. Les Laurentides, là, la 15, là, si tu vois, c'est à 15 un vendredi, à 4 heures, les gens ils s'en vont où? Ils s'en vont dans leur petit chalet qu'ils ont acheté à Saint-Sauveur ou ailleurs. Mais quand tu passes ça à 50, puis tu t'en vas en Outaouais où il y a plein de lacs, des bords de l'eau, puis tout, c'est moins cher. Là, ça passe bien. Mais attends 5-6 ans, quand il y aura encore plus de gens qui passent là. Tu sais, ça, c'est un quartier très, très, très en demande. Puis ça, moi, je pense que ça va vraiment spiker. Si vous avez l'opportunité d'acheter du terrain à la chute, c'est sûr que ça serait une belle façon de le regarder. Encore là, toujours focusé, est-ce qu'on est proche d'une autoroute? Y a-t-il une école? Y a-t-il un hôpital? Y a-t-il des services sur mon terrain? Tu sais, est-ce que j'ai l'eau et les aqueducs ou j'ai rien? Tu sais, ça aussi, c'est une autre discussion, là. C'est ça, parce qu'il y a des terrains que c'est encore des fosses septiques où il n'y a pas justement les aqueducs de la ville ou quoi que ce soit, là. Exactement. Ouais, mais tu sais, mettons qu'être là, je pense que tu es dans le lodge du condo que tu vends en ce moment. Ouais. Ouais, c'est quoi? ça. Puis tu sais, Okay. Rappelle-moi aussi exactement. Comment? Rappelle-moi aussi exactement. C'est dans Ville-Saint-Laurent. Ouais, tu sais, comme on s'entend que c'est que des nouveaux condos, des promoteurs qui sont arrivés pour faire construire. Puis tu sais, comme Exact. les terrains, ça fait longtemps qu'ils sont achetés aussi parce que comme ils les ont eu à un super prix. Ça me fait penser. J'ai comme accompagné une cliente pour l'achat d'un condo neuf dans Hochelaga. Puis, quand rien n'est construit encore, il n'y avait même pas le trou. Puis, tu sais, comme je pose des questions sur les terrains qui sont autour, j'étais comme, est-ce que tu sais ce qui s'en vient? Puis, la chef du bureau des ventes me dit comme, ben ça, c'est le promoteur qui a acheté le terrain juste en face. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. Ça n'a rien à voir avec le projet, mais c'est juste qu'on a été capable de l'avoir à un bon prix. Donc, pendant qu'on va faire cette construction-là, ben, on va réfléchir à ce qu'on va faire à côté, mais au moins, on a eu le meilleur prix, puis on va aller faire le maximum d'argent derrière. Tu sais, je trouve ça tellement intéressant. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas un projet de premier acheteur, là. Non, mais si c'est c'est parce que monsieur, ça... madame, tout le monde, c'est comme... Exact. Je vais être méchante là, mais comme ils ont déjà du mal à se faire des préapprobations un jour, c'est comme... Je me verrais difficilement leur dire comme, OK, va voir ce terrain dans ce coin-là qui va se développer, puis check s'il y a des McDo, et c'est comme... Je pense qu'il faut être quand même un petit peu allumé aussi pour s'en aller dans le genre. Ouais, c'est des profils de clients très différents. C'est très intéressant. Ouais. Peut-être une dernière question pour toi, David. Olivier a une dernière question. Est-ce qu'un promoteur achète des terrains seulement à la municipalité ou bien il démarche aussi les terrains de monsieur et madame tout le monde? Il regarde tout. Il regarde tout. Tout. Que ça appartient à des compagnies. Tu ne veux pas manquer l'opportunité. Un terrain, que ça soit n'importe qui, si c'est un bon terrain, ils vont le prendre. C'est tout. Il y en a vraiment. Puis, tu sais, ce que tu as dit tantôt aussi, c'est du land banking, ça, c'est ça qu'on appelle. Quelqu'un qui achète un terrain, c'est ce que j'ai expliqué le temps tantôt. Parce que, tu sais, un terrain, ça fait ça comme ça.
Lui, dans le fond, dans le projet de Saint-Laurent, il est en train de développer sa tour. Ça va prendre combien de temps avant qu'il la finisse? Peut-être 4 ans. Lui, il achète, c'est comme si tu achètes du temps un peu. Tu achètes le terrain il y a 4 ans, tu fais rien dessus, mais l'autre bord, tu as un projet qui peut te générer du cash flow puis du refinancement. Une fois qu'il est terminé, le projet il est 100% loué. Là, lui, il refinance, il a accès à de la liquidité, puis là, il voit que son autre terrain qu'il a payé, on va dire, mettons, ça marche par un cri par porte là, quand tu es dans le multirésidentiel. Mettons qu'il aurait payé 30 000 la porte dans ce coin-là, puis dans 4 ans, là, il est rendu dans son terrain, maintenant, il vaut 100 000 la porte, mais avec l'argent qu'il a refinancé, puis tout, il développe au prix de 30 000 la porte, parce que c'est ça le coût initial du début qu'il a acheté. Fait que lui, il vient de faire un profit monstre. Fait qu'à son refinancement à lui, dans son deuxième projet, lui, il est mort de rire. Il vient de faire une très grosse passe d'argent. Ouais, et ça me donne tellement envie d'être à un souper avec plein de promoteurs immobiliers, juste de les entendre racheter des terrains et les revendre et combien ils ont fait avec. Je trouve ça incroyable. C'est tellement intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Mais en plus, honnêtement, hein, si je peux me permettre un commentaire très personnel, on dirait que quand tu connais pas ça, le terrain, tu sais, dans la première endroit où ta tête s'en va, c'est comme, si ça doit être tellement plate. Mais genre, ouais, mais je me rappelle t'avoir dit il y a quelques mois, t'es comme, ah, des terrains, j'étais comme, est-ce que j'ai une tête à vendre des terrains, Alexandre? Regardez, tu sais, là, je suis en train de me dire comment. Ah, peut-être juste tête à vendre des terrains. Ben, c'est sûr que c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime de la vente de terrain, c'est les gens que je rencontre. Je rencontre jamais. Moi, je rencontre tout type. C'est toujours des entrepreneurs ou des gens que, mettons, c'est des ex-policiers, ils ont gardé leur argent pendant les années, ils ont acheté ça avec leur fonds de retraite. Puis j'ai jamais une histoire pareille. Là. C'est jamais arrivé que quelqu'un qui a eu le même parcours dans le terrain. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, des fois drôles, des fois pas drôles, mais enfin, au bout de la ligne, c'est juste le temps. C'est que tu achètes une propriété en 2022 pour la revendre en 2024. Tu attends 2 ans, puis pendant les 2 ans, tu essaies de le développer. Mais ce qui est dur, c'est savoir est-ce que ton terrain peut être développable. Parce qu'il y a plein de terrains. Là. Du terrain, on peut marcher ici juste dans Paris, on peut en acheter un demain matin. Mais est-ce que ce terrain-là va vraiment être développable dans 2 ans? C'est ça le gamble. C'est ça le gamble que tu fais. Là. Là, c'est pour ce moment-là qu'on t'appelle à toi parce que toi, tu es capable de comme aiguiller un acheteur là-dedans, un promoteur sur qu'est-ce que ça va devenir dans 2 ans possiblement. Ben, c'est sûr que moi, mon avantage, parce que moi, j'ai développé aussi 2 projets pour moi-même avec des partenaires. Fait que, puis moi, c'était pas en but de, ben oui, c'est sûr qu'il y a un but monétaire derrière ça, mais en but aussi d'apprendre 100% c'est quoi le processus pour se rendre jusqu'au bout, jusqu'on ait un permis. Tu vois, fait que, ça, moi, je suis passé à travers là, fait que j'ai tout fait les étapes. J'étais avec des urbanistes, j'étais avec des arpenteurs sur le terrain, j'ai posé des questions. Je me suis comme auto-formé avec eux autres pour tout savoir. Mais tu as tellement d'informations. Moi, même encore à ce jour, je pense que je connais peut-être la moitié de ce qu'il y a à savoir sur le terrain live. Parce que des fois, j'en apprends encore le type de métal dans le sol, dans telle saison, mais là, ça affecte 30% des prix de la phase 2. Hein? OK, je ne savais pas ça. Il y a ça, plus aussi tout ce qui est au niveau des règlements d'urbanisme, etc. Qui peuvent changer. Ben oui, chaque ville est différente aussi. Moi, j'ai des projets avec des clients qu'on est arrivé pour les vendre, puis le projet, il a l'air de... Tu peux construire 40 logements, c'est vrai, c'est écrit au niveau de la hauteur, c'est 6 étages, tu peux construire ton 40 logements, le zonage le permet. Attends, toi, là, tu as des cases de stationnement, il faut que tu parques des chars. Faut que si tu fais un projet immobilier locatif, il faut que tu aies un stationnement, tu ne vas pas le laisser tel quel demande. Tu sais. Mais si tes cases de stationnement ne fonctionnent pas, si tu n'en as pas assez, mettons qu'il t'en manque 2, ton projet ne marche pas. Wow. Fait que ça aussi, c'est à penser. Les bordures, les marges, l'Hydro-Québec, est-ce que ton terrain, c'est Bell, c'est Vidéotron, c'est Cogeco? Tu sais, ça aussi, c'est des points importants. Parce que si tu es pour aller t'acheter un terrain dans Laurentides, puis tu as Cogeco dans le fond d'un bois, puis ça coûte 50 000 l'extension, ramener le Wi-Fi chez vous, ça te tente moins gros, mettons, d'acheter ce terrain-là. Téléphone à roulette. C'est ça, tu as beaucoup de vérifications. Est-ce que ton terrain, il y a des zones humides? Est-ce que ce que tu penses avoir acheté, ce qui est vraiment le pourcentage construisible de ton lot, c'est ça qu'il faut que tu détermines. Ça, il faut que tu dépenses. C'est ça, ça coûte cher acheter du terrain. Ça coûte cher en temps,
ça coûte cher en argent, ça coûte cher en expérience. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes bien ce que tu achètes avant de faire un move. Pour ça, il faut toujours rappeler un promoteur va regarder 10, 15, 20 terrains avant d'en acheter un. Puis il y en a plein à vendre. Il faut juste s'assurer d'avoir les bons. C'est loin d'être facile comme ça, en a l'air de comme, OK, on s'achète juste une terre, puis bye. C'est ça, c'est un gamble. C'est littéralement un gamble. Très intéressant. Ben, merci. Ouais, vraiment, David, on va couper ça là parce que j'ai l'impression sinon on pourrait en parler pendant 3 heures encore. On va être obligé de te réinviter, David, c'est ça qui arrive. Moi, j'aime bien te suivre une journée de travail. Je suis vraiment intriguée. Sophie veut faire un stage. Ça y est, moi, je vais m'acheter des potes et je vais en être Malade. Bon, Hey, David, pour tout le monde là, qui sont dans le live, là, qui t'ont écouté, on te rejoint comment? C'est sûr, par numéro de téléphone ou par mon adresse courriel directement. Est-ce qu'il y a une place que je peux laisser mes informations? Oui. Je sais pas trop. Je sais pas comment ça marche un live Instagram. On va l'écrire dans les commentaires. On va l'écrire dans les commentaires. Si tu as accès aux commentaires, y a-tu accès aux commentaires vu qu'il est invité? Ouais. Ouais. Bon, tu peux marquer dans les commentaires directement. Les gens vont pouvoir le voir par téléphone, après. email. Sophie, elle a une chaîne YouTube. Sophie, elle nous fait des petites cotes de nos lives. Fait qu'elle va pouvoir te donner accès, là, si tu veux. Là. Fait que comme ça, tu pourrais le reposter par après. Là. Fait que, exact. Ouais. Excellent. Très intéressant. Un sujet vraiment différent de ce qu'on est habitué d'avoir. Ouais, très intéressant. Super le fun. Moi, je savais que tu étais un gars volubile et qu'on n'allait pas s'ennuyer. Fait que je suis très content de t'avoir eu ce soir. C'est bien choisi comme nom. J'adore ça. C'est vrai que ça gagne plein de points au Scrabble. Merci beaucoup en tout cas. C'est cool, les amis. Merci beaucoup, David. Belle soirée. Salut. Mercredi prochain. Salut.